Bonsoir Michel Alliot-Marie. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes évidemment ancien ministre, on va en parler. Vous publiez Au cœur de l'État chez Plomb où vous racontez comment première femme présidente du RPR, première femme ministre de la Défense, première femme ministre de l'Intérieur, et évidemment à la justice et aux affaires étrangères. Vous avez regardé de l'intérieur le fonctionnement de l'État et comme je le disais tout à l'heure, vous ne vous embarrassez pas et vous y allez, vous balancez, vous racontez. C'est intéressant parce qu'on apprend des choses. C'est très instructif. Alors, on va commencer quand même par l'actualité du jour, puisque comme ministre de l'Intérieur, vous avez sans doute vécu des situations de crise comme cela. La neige, elle était prévue, mais en même temps, elle paralyse une partie du pays. 12 400 fonctionnaires, gendarmes, policiers qui sont mobilisés. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement fait ce qu'il faut ? Est-ce qu'on prend les bonnes mesures ? Écoutez, d'abord, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un immense effort de la part des policiers, des gendarmes, des agents de RDF, des agents de la SNCF, de la RATP. Tout ça, je tiens à leur rendre hommage parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Ce qui m'étonne un petit peu, mais c'est une des lacunes finalement de la plupart des ministères actuellement, c'est qu'il n'y a pas d'anticipation suffisante. Quand j'entends M. Valls dire on a réuni aujourd'hui une cellule de crise, alors que l'on sait depuis 2 jours ou 3 jours qu'il va y avoir un épisode neigeux et que ce n'est pas la première fois que cela arrive, il est évident que la cellule de crise, on la crée 48 heures avant et on voit avec tous ce qui est possible de faire. Et pour faire le maximum et le plus vite possible. Je ne dis pas qu'on on va empêcher la météo, la neige, le gouvernement n'est pas responsable de la neige, on est d'accord. Le gouvernement n'est pas responsable de la neige. Mais en revanche, on essaie de voir comment faire, comment prendre des précautions pour limiter au maximum l'impact négatif d'un tel épisode. Valérie Pécresse, donc, qui est chef de file de l'opposition UMP au Conseil régional d'Île-de-France, elle demande carrément une commission d'enquête. Elle considère qu'il y a une situation de chaos dans les transports et que l'Île-de-France, Jean-Paul Huchon et Bertrand Delanoë sont responsables de la désorganisation aujourd'hui des transports parisiens. Vous moi, ce que je dis, Valérie Pécresse joue son rôle. Elle est élue de la région Île-de-France. Elle regarde les choses probablement plus que je ne peux le faire. Il ne s'agit pas de demander à s'occuper absolument de tout. Je dis simplement, là aussi, il n'y a pas dans notre pays, et je pense que c'est un manque dans beaucoup de domaines, dont celui-là, une culture de l'anticipation, une culture de la prévision. Et finalement, beaucoup de difficultés viennent de là. On sait que des choses vont arriver, on ne prend pas les précautions avant. Eh bien, je dis, ça, on doit le changer profondément. J'avais d'ailleurs essayé, quand j'étais ministre de l'Intérieur, de créer justement une cellule qui fasse de la prospective à plus long terme pour analyser les évolutions des phénomènes de la criminalité ou des phénomènes de crise, puisque la sécurité civile relève du ministère de l'Intérieur. Mais c'est... Elle est restée C'est resté Non, je sais que cela n'a pas été poursuivi, ce que je regrette d'ailleurs, parce que je pense que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'une telle structure, d'une telle réflexion sur le long terme, le moyen terme, mais aussi le court terme, comme on le voit aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, mais pas simplement au ministère de l'Intérieur, dans beaucoup d'autres domaines, et pas simplement comme ça existe aujourd'hui, au ministère de la Défense et un tout petit peu au ministère des Affaires étrangères, trop peu à mon goût. Alors justement, peut-être avant d'évoquer ce que vous racontez dans votre livre, le ministre des Affaires étrangères, c'était votre blessure. Le départ du ministère des Affaires étrangères dans des conditions difficiles, vous en parlez, vous racontez comment vous avez rédigé votre lettre de démission au début du livre. Il n'y a pas eu de prospective, il n'y a pas eu assez de prévision, il n'y a pas eu assez d'anticipation de ce qui se passait dans les pays arabes. En Tunisie, vous étiez en vacances et où il y a eu ce très très gros malentendu qui a fait que vous avez été contrainte à la démission. Voilà, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui est vrai dans ce que vous dites, effectivement, c'est que j'avais constaté en arrivant au ministère des Affaires étrangères, j'y étais depuis 3 mois, je rappelle, qu'il manquait ce travail de prospective et qui soit plus ouvert que ce que l'on peut faire généralement, où on n'utilise que des fonctionnaires du ministère, pour avoir une vraie vision. Ceci dit, sur ce qui s'est passé en Tunisie et dans l'ensemble des pays arabes, il faut dire que ce n'est pas simplement le ministère des Affaires étrangères, puisque la DGSE n'avait rien vu venir. La CIA a reconnu elle-même, quelques mois après, qu'elle n'avait rien vu venir. Personne n'avait rien vu venir. Maintenant, il y a eu effectivement un certain nombre d'événements, mais des événements qui font partie, et je l'explique aussi finalement,
du jeu politique. C'est-à-dire qu'on a voulu utiliser, et on a utilisé une phrase que j'avais dite, en la coupant, en la déformant, en la détournant effectivement du sens qu'elle avait pour lui faire dire exactement le contraire de ce que j'avais dit. Et là où je le précise aussi, ce qui est à la fois exaspérant quand on fait de la politique et quand on est de bonne foi, c'est qu'il suffisait d'aller au journal officiel, de regarder exactement ce que j'avais dit. Si on le disait, il n'y aurait eu aucune polémique si on avait repris strictement mes mots et non pas ceux qu'un certain nombre de personnes, pour des raisons diverses et certaines très politiques, voulaient véhiculer. Juste un mot avant de venir à ceux qui, justement, l'ont fait. Il y a quand même, quelques années plus tard, vous vous dites, bon, où est-ce que j'ai raté? À quel moment je n'ai pas réussi à me faire comprendre, au moins? Ou est-ce que je me suis entêtée? Est-ce que j'ai été non, mais trop... je le dis d'ailleurs. Quel mea culpa on peut faire après, en toute sincérité, puisque vous la revendiquez, cette sincérité? Oui, je revendique cette sincérité. Et ce que je dis, c'est vrai, je n'ai pas su me faire entendre. Alors, je n'ai pas su me faire entendre, d'abord parce que je ne suis pas très douée en com. Bon, il faut le dire, la communication n'a jamais été ma spécialité. J'ai toujours été passionnée par l'action, plus que par la communication. Alors, dans ce cas, mais également dans d'autres, ce sont des choses qui m'ont parfois porté préjudice. Bon, les choses sont comme ça. Il faut savoir aussi que c'est la règle du jeu. Ce que j'ai appris, effectivement, puisque j'ai eu de nombreuses attaques, on a à de nombreuses reprises dans ma carrière essayé de me faire partir. Cette fois-ci, finalement, ce que je n'avais pas mesuré, c'est que quand on est pris dans ce que certains appellent la lessiveuse médiatique autour de quelque chose, il est très difficile d'en sortir. Et donc, c'est finalement au début qu'il faut très vite arrêter les choses, ce que je ne pouvais pas faire, puisqu'en tant que ministre des Affaires étrangères, j'étais essentiellement à l'étranger. C'était une période où je voyageais beaucoup. C'est vrai que de loin, à la fois, on ne perçoit pas tout à fait ce qui se passe ici de la même façon, et d'autre part, il est extrêmement difficile de réagir. Bon, alors, voilà. vous racontez, et alors ce qui me frappe, c'est que vous dites, je ne suis pas féministe, hein. Vous avez toujours tenu à ce que les titres de ministre soient au masculin, pas de féminisation des titres. Oui, enfin au neutre d'ailleurs. Ce que j'ai toujours dit, c'est que quand on met madame ou monsieur avant, ça suffit à caractériser le titulaire. En tout cas, c'est le ministre. Voilà, la parité, vous n'étiez pas pour. Mais qu'est-ce que vous balancez sur les hommes politiques et sur les hommes? Et vous dites qu'ils sont fragiles, que quand ils perdent le pouvoir, ils s'écroulent, qu'on leur doit tout. Ils pensent qu'on leur doit tout. Ça, c'est quand même assez dur. Je ne sais pas si c'est dur. Si vous voulez, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait aujourd'hui beaucoup plus de jeunes hommes et de jeunes femmes qui s'intéressent à la politique. À un moment où il y a une rupture, finalement, entre le monde politique et les citoyens, je pense qu'il faut remettre la politique à son vrai sens, c'est-à-dire aider les gens à vivre ensemble. Ce que vous racontez, c'est pas ça. Hein. Là, ce que vous racontez, c'est les petites faiblesses, les petits... Pas seulement. Si vous regardez bien... Oui, aussi, quand même. Les manœuvres, oui. les choses trappes... Tout à fait. Mais dans ce livre, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu dire à des jeunes gens ou à des jeunes femmes, eh bien, la politique, c'est quelque chose qui est passionnant. La politique, c'est quelque chose qui parfois peut être drôle. Je raconte un certain nombre d'anecdotes qui sont assez drôles. La politique, c'est aussi quelque chose de dur. Et la politique, c'est aussi quelque chose où il y a des règles du jeu qu'il vaut mieux connaître à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu. Et on n'est fort que quand on connaît aussi ces règles et d'ailleurs qu'on les accepte. Ma mère m'a dit, c'est elle qui m'a donné ma première leçon finalement quand j'ai décidé de rentrer en politique. Elle n'était pas très pour. Et elle m'a dit, si tu y vas quand même, il faut que tu aies des plumes de canard et que tout glisse sur toi. Bien faire les choses et laisser dire, ne pas être atteint par ça. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de coups bas, il y a un certain nombre de difficultés. Et finalement, si je cite quelques noms, c'est pour donner des exemples. Qui voulait être le fils préféré de Jacques Chirac, qui empêchait les autres de l'approcher. J'essaye d'expliquer aux spectateurs pour qu'ils aient envie de lire le livre. Dominique de Villepin, qui veut être Premier ministre à tout prix, qui vous écarte, qui va voir Jacques Chirac alors que Jacques Chirac vous choisit, et qui va en lui disant non, je serais bien meilleur, etc. Oui, et ça, ce sont des réalités. Et j'ai voulu justement dans ce livre ne rien cacher, parce que quand on s'engage dans quelque chose,
il faut en voir les bons côtés, il faut en voir aussi les côtés plus difficiles. Et donc, c'est pas ni des règlements de compte, ni des attaques, mais simplement, j'ai voulu donner des exemples concrets de ce que j'ai vécu, de ce qui m'est arrivé, et donc en racontant certaines anecdotes, en faisant certains récits très détaillés qui n'étaient pas parus dans les médias, de façon à dire... voilà la réalité de ce que c'est. Finalement, il y a une journée du patrimoine, vous savez, où on montre les murs des ministères, les meubles des ministères. Il faut montrer aussi les mœurs. Eh bien, j'essaie de montrer la vie réelle, la vie au quotidien. Quand on exerce un pouvoir, il y a les grands dossiers, il y a les événements, il y a les crises, il y a la vie quotidienne. Il y a le comportement des êtres humains il y a les rapports avec les autres. Exactement. Le portrait que vous faites de Nicolas Sarkozy me paraît assez juste, affectif plus que cynique, acerbe dans ses propos, mais incapable d'écarter de son entourage ce dont il sait qu'ils lui nuisent, avide de reconnaissance plus que de médias, exaspérant et attachant, curieux plus que péremptoire, physique mais sensible à la culture, fanfaron mais anxieux de bien faire. C'est ça, c'est un homme très paradoxal, alors que c'était pas évident que vous entendiez bien avec lui. Finalement, ça s'est pas trop mal passé. Non, nous nous connaissons depuis si longtemps, il faut dire. Nous avons commencé tous les deux comme secrétaires généraux adjoints au RPR. Nos bureaux étaient voisins. Nous avons fait un certain nombre de choses ensemble. Et comme je le dis, nous avons fait des choses positives ensemble, des campagnes ensemble. Il nous est arrivé de ne pas être d'accord. C'est aussi la vie, ça. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans sa tête aujourd'hui? Parce que je crois que les Français s'interrogent. L'interview de Valeurs Actuelles, je reviendrai peut-être par Devoir, la guerre au Mali, qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas? Comment vous comprenez ce qu'il a dit? Bien, je crois deux choses. D'abord, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, a une autre vie plus paisible, une vie qui lui convient bien. D'un autre côté, c'est vrai que la politique, c'est aussi ses gènes, je dirais. Et par conséquent, il suit ce qui se passe en France et il donne son point de vue sur ce plan. Et je pense qu'il exprime aussi une grande inquiétude par rapport à la situation actuelle, où on a l'impression qu'on ne sait pas du tout où François Hollande va et on a l'impression que notre pays est en train de perdre de son image, de sa capacité d'influence. Sur la guerre au Mali, vous êtes d'accord avec lui? Sur la guerre au Mali, ministre de la Défense, c'est un des postes que vous avez préféré. Absolument. Sur la guerre au Mali, moi, je dis très clairement, je pense qu'il était nécessaire de porter un coup d'arrêt au développement d'AQMI qui allait s'emparer finalement d'un État. Et ça, je pense que nos armées savent faire. D'ailleurs, ils le prouvent chaque jour. Nous avons des militaires de très grande qualité. Nous avons probablement la deuxième ou la troisième meilleure armée au monde, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il faut lui permettre de pouvoir continuer à agir de ce point de vue-là. Je dis ça en perspective du futur livre blanc. Mais ce que je reproche aujourd'hui très clairement à François Hollande et au gouvernement, c'est de ne pas avoir anticipé ce qu'il faut faire après. Une opération militaire, nos militaires savent faire et le savent bien faire, mais le problème, c'est ensuite de savoir qu'est-ce qui se passe, que cette opération ne serve pas à rien. Et pour qu'elle ne serve pas à rien, il aurait fallu anticiper de façon à ce que le Mali redevienne un véritable État capable de lutter contre les trafics de drogue, contre les trafics d'armes. Et vous avez le sentiment que ça n'est pas le cas? Et on a le sentiment que ce n'est pas le cas. Et c'est simplement aujourd'hui qu'on commence un peu, semble-t-il, à réfléchir à cela, sans pour autant, j'ai l'impression, prendre d'initiatives extrêmement spectaculaires. Donc c'est ça le vrai problème. Et une fois de plus, on a l'impression que finalement, François Hollande ne sait pas du tout où il va. Est-ce que Jean-François Copé sait où il va et l'UMP sait où elle va? Parce qu'il va y avoir une motion de censure déposée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Vous trouvez que c'est une bonne manière de montrer son opposition? Écoutez, apparemment, Jean-François Copé la dépose et François Fillon serait en vacances. Écoutez, moi, ce que je dis, aujourd'hui, je ne suis pas parlementaire. Et pour juger des actions à mener au sein du Parlement, il vaut mieux être parlementaire pour vivre de l'intérieur exactement ce qui se passe. Vous savez bien. Mais je connais les règles du jeu, mais je sais aussi que l'appréciation des actions, elle se fait sur le terrain et elle se fait au moment. Si cette motion de censure est une façon, effectivement, de dénoncer dans le détail ce qui ne va pas aujourd'hui, je dirais pourquoi pas. Certains disent aujourd'hui que François Hollande navigue à vue. Moi, je dis, il navigue pas à vue, il godille. Je ne sais pas si vous êtes du bord de mer. En bord de mer, et effectivement, quand on veut mener une barque, eh bien, on peut le faire avec une rame en passant de droite à gauche. Ben là, on a l'impression qu'il donne un coup de poignet à droite, ce qui fait qu'il renie ses engagements, un coup de poignet à gauche, qui fait qu'il dénie les réalités économiques et les réalités internationales.
Merci beaucoup. Merci Michel Alliot-Marie d'être venu sur le plateau de BFM TV. Au cœur de l'État, c'est chez Plon. Merci. C'est une lecture tout à fait instructive. Merci à vous.